Les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les livres, puisqu'on va parler des élections présidentielles américaines. En effet, vous le savez, dans une semaine tout pile maintenant, il y aura aux États-Unis un choix que les Américains devront faire entre Donald Trump et Joe Biden. Il y aura l'élection présidentielle et comment vous dire, c'est un petit peu un schmilblick, un micmac, les élections américaines, et pourtant ça me passionne, et je me suis dit que je pourrais peut-être me servir de mes connaissances pour vous les transmettre, histoire que vous compreniez à votre tour un petit peu mieux comment ça fonctionne. Avant de commencer, je suis désolé pour la luminosité, pour le décor qui n'est pas terrible, etc., etc. Mais j'essaye de filmer depuis un bon moment maintenant et la luminosité est pourrie puisque le soleil fait cache-cache avec les nuages. Donc un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas. Et donc j'ai dû me mettre dans le seul endroit de la pièce où on échappe plus ou moins, parce qu'il y en a là quand même, au soleil. Et du coup c'est devant la porte. Bon, bah voilà. Hein. Donc on va faire avec, mais de toute façon plus tard je vais essayer d'incruster des images, donc ça ne se verra pas de trop. Et puis aussi deux dernières petites précisions, c'est une passion de la politique américaine pour moi, mais je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas expert, je ne suis pas journaliste, je fais cette vidéo du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai. Je suis sûr à 99,9% de chance de ce que je raconte. Mais hashtag on n'a pas confiance en soi, bonjour. Je préfère préciser que voilà, si j'ai dit une bêtise, je m'en excuse. De toute façon, surveillez comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo les commentaires. Si jamais je me rends compte que j'en ai dit une ou qu'on me fait remarquer que j'en ai dit une, je le dirai en commentaire. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que je vous raconte que des bêtises dans cette vidéo. Je suis sûr à 100% du fonctionnement global du truc. C'est sur les petits détails que voilà, je suis sûr de moi en fait. Hein. Mais comme on n'a pas confiance en soi, eh bien on n'ose pas dire qu'on a confiance à 100%. Et puis, deuxième petite précision, j'ai simplifié le plus possible, le mieux que j'ai pu. Si vous passez par là, que vous êtes passionné par le sujet, que vous le connaissez très bien, vous pourriez vous dire, ouais, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. En effet, mais c'est volontaire pour rendre le truc le plus digeste possible. Je ne parle pas, par exemple, de la difficulté que certaines communautés a pour voter, ou je ne parle pas du découpage des districts, etc., etc. C'est un petit peu plus pointu et c'est pas le but principal de cette vidéo. Bon, tout ça étant dit, on va pouvoir commencer. Alors, comment ça fonctionne les élections aux États-Unis? C'est un tout petit peu plus compliqué qu'en France, et même plus compliqué qu'en Belgique. Pourtant, les élections en Belgique sont plus compliquées qu'en France. Si vous le voulez, je vous ferai une fois une vidéo sur les élections belges. Pas tout de suite, hein. Les prochaines élections sont en 2025, un truc comme ça, donc peut-être, si ça vous dit. Alors, je pense que la première chose à bien comprendre aux États-Unis, c'est que à la fin du scrutin, on regarde deux chiffres. Un chiffre qui n'est pas important, c'est le vote populaire, et un chiffre qui est important, qu'on appelle le vote des grands électeurs, le collège électoral. Le vote populaire, il est très simple, on le connaît tous, on en parle tous dans tous les pays, dans toutes les élections, quelles qu'elles soient, c'est le nombre de votes qu'a reçu le candidat. En gros, je suis électeur, je donne mon vote, le candidat a un vote. Ça, c'est le vote populaire. Le vote des grands électeurs, on est aux États-Unis. Donc c'est un système à la États-Unis, hein, à l'Amérique. Alors, en France, vous allez voter et vous donnez votre voix à votre président, à votre candidat en tout cas, à celui que vous voulez qu'il devienne président. On appelle ça le suffrage direct. Aux États-Unis, c'est un vote indirect. C'est-à-dire, donc en France, vous allez voter, vous donnez votre voix à votre candidat ou à celui que vous espérez qu'il va devenir président.
Aux États-Unis, vous allez voter et vous donnez votre voix à quelqu'un qui représente votre candidat. Et ce quelqu'un votera pour votre candidat un mois après les élections. Ces personnes qui représentent les candidats, on les appelle les grands électeurs. Voilà. C'était que le début. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'un grand électeur? Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les primaires aux États-Unis, mais c'est un peu le même principe que les délégués. C'est-à-dire que ce sont des personnes, comme vous et moi, qui sont désignés grands électeurs. Alors, pour être grands électeurs, chaque État fait un peu comme il veut. Voilà. Bon, chaque État a des règles différentes. Je vais prendre mon papier pour ne pas me tromper. Vous avez dans certains États des candidats qui sont déterminés lors de primaires, comme les candidats à la présidentielle. On fait des primaires et celui qui arrive premier, il est grand électeur. D'autres États comme l'Oklahoma, la Virginie ou la Caroline du Nord, eux, ils nomment les candidats lors des conventions de parti. Et puis, il y a d'autres États comme la Pennsylvanie où ce sont les comités de campagne de chacun des candidats à la présidence qui désignent les candidats grands électeurs. En gros, vous pouvez être américain, vous vous dites, tiens, j'ai envie d'être grand électeur, il y a moyen. La seule chose, c'est que les règles changent d'un État à l'autre. Dans certains États, il faudra vous présenter à des primaires. Dans d'autres États, c'est les conventions du parti de l'État qui va décider si vous l'êtes ou pas. Dans d'autres États, comme la Pennsylvanie, c'est des équipes du candidat, donc de Trump et de Biden, qui va dire je le veux lui comme grand électeur. Voilà, c'est comme ça qu'on désigne qui est grand électeur. Je vous rappelle, je vous préciserai après qu'est-ce que c'est, machin, comment ça fonctionne. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour être grand électeur, vous ne pouvez pas être un officier fédéral élu ou nommé. C'est la seule condition. Alors, ces grands électeurs, ils sont donc répartis dans chaque État. Il y a un certain nombre de grands électeurs dans chaque État. Mais ils sont répartis, mais de quelle façon? Comment est-ce qu'on répartit ces grands électeurs? C'est pas au pif paf pouf, toi t'es joli, t'en auras 10, et toi t'es moche, t'en auras 2. Non. La répartition des grands électeurs se fait selon la densité de population de l'État. En gros, au plus votre État sera peuplé, au plus il aura de grands électeurs, au plus il est petit, au moins il aura de grands électeurs. Vous connaissez sans doute le Congrès des États-Unis, qui est l'équivalent de tout parlement dans n'importe quel pays. Vous avez le Sénat, avec 50 sénateurs, et la Chambre des représentants, qui en a 435. D'accord? Le Sénat, c'est assez simple à comprendre. Quoi qu'il arrive, chaque État a 2 sénateurs. Qu'il soit petit, grand, qu'il ait 100 000 habitants, qu'il en ait 100 millions, 2 sénateurs par État. C'est simple. La Chambre des représentants, c'est une chambre qui représente les habitants des États-Unis. Et donc, selon un calcul que je ne connais pas, et même si je l'aurais, je ne vous le donnerai pas, parce qu'à mon avis, c'est pas le genre de 1 plus 1 égale 2, on répartit les 435 représentants selon la population de l'État. C'est-à-dire que le plus petit État aura très peu de représentants, ils n'en auront qu'un ou deux. Le plus grand État aura plein de représentants à la Chambre des représentants. Je prends mon papier parce que je les ai notés. Donc, les plus petits États ont un représentant à la Chambre des représentants. Le plus grand État, c'est la Californie. Elle en a 53. Alors, vous allez me poser une question directement à ce stade-ci. Oui, mais comment est-ce qu'on connaît la population de l'État? Eh bien, c'est comme toutes les démographies, il faut compter. Ça se fait tous les 10 ans. Et tous les 10 ans, eh bien, il y a des gens qui comptent combien d'habitants il y a aux États-Unis, combien il y en a par État, etc., etc. C'est sur ce calcul-là, sur le calcul de la démographie, qu'on va calculer combien il faut de représentants pour représenter l'État à la Chambre des représentants. On a donc, au Congrès des États-Unis, vous allez voir que c'est un lien direct avec les grands électeurs. Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qui vient avec le Congrès alors qu'on est dans les grands électeurs? J'y arrive. Eh bien, il y a en tout 538 grands électeurs. Mais là, vous vous dites, oui, mais non, Ludo, qu'est-ce que tu racontes? Il y a 100 sénateurs
il y a 435 représentants, ça fait 535, pas 538. Eh bien, il y a 538 grands électeurs, tout simplement parce qu'on a décidé de donner 3 grands électeurs à Washington, D.C., qui est la capitale des États-Unis, mais qui n'est pas un État. Mais c'est une structure un petit peu particulière. Et on a décidé qu'il fallait donner aux habitants de la ville de Washington du poids dans l'élection aussi. Et donc on leur a donné le minimum étant 2 sénateurs, 1 représentant, ça fait 3 grands électeurs. Vous l'aurez donc compris, il y a 538 grands électeurs en tout, répartis dans les États selon leur démographie. Et comment on détermine quel État a combien de grands électeurs? Eh bien on prend leur nombre de sénateurs au Sénat, leur nombre de représentants à la Chambre des représentants, on fait le calcul, ça donne le nombre de grands électeurs que l'État aura pendant l'élection. Donc, les plus petits États qui sont l'Alaska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Delaware, le Montana, le Vermont et le Wyoming ont 3 grands électeurs, et le plus grand État des États-Unis, qui est la Californie, en aura 55. Alors, comment ça fonctionne donc? Eh bien, c'est assez simple. Vous allez voter, mais au lieu de voter directement pour votre président, vous votez pour les grands électeurs qui, eux, voteront pour votre président. Alors, l'élection se passe toujours, je vérifie, le premier mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. Donc cette année, ça sera le 8. C'est toujours au plus tôt le 2, au plus tard le 8. Une fois que le président est élu, il est appelé le président élu, President-elect. Ensuite, deuxième étape, les grands électeurs se rassemblent dans la capitale de chacun de leurs États le premier lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre. C'est-à-dire que cette année, ça sera le 14 décembre, et ils voteront pour le candidat qu'ils représentent et pour qui les gens ont voté. Avant, ces grands électeurs n'étaient pas obligés de donner leur voix aux candidats pour qui les gens avaient voté. Mais cette année, c'est la première fois qu'ils sont obligés. C'est complètement protocolaire, hein. En gros, c'est un peu comme les délégués à la convention pendant la primaire. On appelle les grands électeurs, il y a un représentant des grands électeurs de l'État qui arrive et qui dit le grand État du Texas est heureux de donner ses 34 grands électeurs au candidat Trump. Et voilà. Ah, merci monsieur le Texas, madame la Californie. Ah, le grand État de Californie est heureux de donner ses 55 grands électeurs au candidat Biden. Ah, merci madame la Californie. Wyoming, à vous le Wyoming. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est purement protocolaire, mais c'est obligé, et c'est seulement à partir de ce jour-là que le président élu l'est officiellement. Donc entre le 8 novembre et le 14 décembre, c'est pas officiel. Et puis, la troisième étape, eh bien, c'est le président élu et son vice-président qui prêtent serment le 20 janvier de l'année d'après, à midi pile, et devient une fois pour toutes président des États-Unis. C'est toujours comme ça, c'est mis dans la Constitution, c'est le 20 janvier à midi pile. Ça arrive que le 20 janvier tombe un dimanche et que le président refuse parce que il est catholique ou que sais-je encore. Dans ce cas-là, on prête serment le jour d'après, et en général, c'est le président en exercice qui reste un jour en plus. Voilà. Mais alors, vous vous posez peut-être la question, ça s'est vu en 2016, ça s'est vu en 2000, pourquoi le candidat qui reçoit le plus de votes ne gagne pas l'élection? Eh bien, c'est à cause de cette question de différence entre le vote populaire et le vote des grands électeurs. Le problème, en tout cas pour celui qui perd, parce que pour le gagnant, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est qu'il y a un principe dans toutes les élections pendant la présidentielle, dans chaque État, sauf 2, je vous les donnerai après, je suppose que j'ai noté ça quelque part. Il y a un principe qu'on appelle « the winner takes all ». Ça veut dire que le gagnant prend tout. Tout. Imaginez, vous êtes en Californie. La Californie fait 39 millions d'habitants. Ça me fait rire parce que rien que la Californie, c'est 4 fois plus grand que la Belgique. Bref, vous êtes en Californie, 39 millions d'habitants, 55 grands électeurs. Imaginons, le candidat A gagne 60% des votes. Il reçoit donc 23 millions de votes. Le candidat B, lui, n'a que 16 millions de votes.
16 millions de personnes votent pour lui. On pourrait s'attendre à ce que le candidat A a 60% des grands électeurs, c'est-à-dire 33, et que le candidat B en reçoit 22. Eh ben non. Le candidat A, celui qui a gagné 60% des votes, gagnera 100% des grands électeurs. Il gagnera donc les 55 grands électeurs de la Californie. C'est pour ça qu'il y a moyen de gagner l'élection présidentielle aux États-Unis en ayant moins de monde qui a voté pour nous. Voilà, je l'ai noté, il y a 2 États qui ne font pas ce concept de winner game takes all, c'est le Maine et le Nebraska qui, eux, font une répartition juste. Alors, vous avez peut-être pas compris comment on peut gagner l'élection en gagnant moins de votes populaires, c'est pour ça que je vous ai préparé un autre petit exemple. Imaginez, on est toujours aux États-Unis, mais les États-Unis n'ont plus 50 États, ils en ont 5. Faisons simple, l'État 1 a 50 habitants et a 30 grands électeurs, l'État B 40 habitants, 25 grands électeurs, l'État 3 30 habitants, 15 grands électeurs, l'État 4 20 habitants pour 10 grands électeurs, l'État 5 10 habitants pour 3 grands électeurs. Maintenant imaginez, le candidat A reçoit 23 votes dans le premier État, le B 27, le B gagne donc les 30 grands électeurs. On passe à l'état 2, le candidat A gagne 19 votes, le B 21, le B gagne donc les 25 grands électeurs. État 3, le candidat A gagne 29 votes, le B un seul, le A gagne les 15 grands électeurs. État 4, le candidat A gagne 2 votes, le B 18, le B gagne 10 grands électeurs. Et enfin, dans le dernier état, imaginons que le candidat A gagne 6 votes et le B seulement 4, et bien le A gagne les 3 grands électeurs du 5e état. Si vous faites le calcul, et bien le candidat A eu 79 votes, mais seulement 18 grands électeurs, alors que le candidat B n'a eu que 71 votes, 8 de moins donc, mais gagne 38 grands électeurs, 20 de plus que son adversaire. B a donc eu 8 votes de moins, mais il gagne plus de grands électeurs, il en gagne 20 de plus, il gagne l'élection présidentielle. Voilà. Alors, je pense que la dernière précision que je ne vous ai pas encore donnée sur ce principe de grands électeurs, c'est qu'il y en a donc 538. Il faut la majorité absolue pour que on soit élu président des États-Unis. Ça veut dire qu'il en faut 270, puisque la majorité absolue, c'est 538 divisé par 2, plus 1, 270. Si jamais il y a une égalité parfaite, c'est la Chambre des représentants qui se charge de faire l'élection. Je pense, il faudrait vérifier, mais je pense que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Voilà, vous connaissez le plus gros du principe des élections présidentielles américaines. En tout cas, vous connaissez le principe des grands électeurs, mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous expliquer une dernière petite chose. Ça s'appelle les swing states. Alors, les swing states, c'est quoi? C'est les États qui peuvent faire basculer l'élection. Les seuls qui comptent, en fait. Je m'explique. On sait que certains États sont profondément démocrates ou profondément républicains. Pour vous donner un exemple, la Californie n'a plus voté républicain depuis 1988, le Texas n'a plus voté démocrate depuis 1968. Les candidats ne feront aucun effort sur ces États-là et n'iront même pas leur rendre visite. La moitié des États, en 2016, n'a pas reçu de visite des candidats à la présidentielle. Pourquoi? Eh bien parce que Joe Biden sait très bien qu'il gagnera les 55 grands électeurs de Californie. Donald Trump sait très bien qu'il gagnera les 36 grands électeurs du Texas. Attention, ça peut être dangereux de penser comme ça, on y reviendra plus tard, mais en gros, on sait quoi? On sait qu'il y a 99% de chances que tel candidat gagnera les grands électeurs de tel État. Et donc les swing states, c'est les États qui changent d'avis à chaque fois, qui sont sur le point de basculer ou qui ont été perdus par l'un des deux camps dans l'élection précédente sans que ça soit normal. En gros,
vous avez une flopée d'États qui changent d'avis très souvent. C'est le cas de la Floride, par exemple, qui fait 29 grands électeurs. La Floride, elle a voté Bush, donc républicain en 2000-2004. Elle a voté Obama, donc démocrate en 2008-2012. Et elle a voté Trump, donc républicain, en 2016. Il y a l'Ohio, qui fait 18 grands électeurs. Elle a voté Bush en 2000-2004, donc républicain. Elle a voté Obama en 2008-2012, donc démocrate, et elle a voté Trump, donc républicain, en 2016. Et puis il y a le Nevada, 6 grands électeurs. Elle a voté Bush en 2000-2004, donc républicain. Euh, et euh, elle a voté démocrate en 2008, 2012 et 2016, donc pour Obama et puis pour Clinton. Ça, ce sont les États, les swing states, qui sont considérés comme tels parce que ils changent très régulièrement. Vous voyez, comparé au Texas qui n'a plus voté démocrate depuis 68, ça vaut peut-être un peu plus la peine de se battre en Floride qu'au Texas. Voilà, pour vous donner une petite idée. Tous les autres États, ils sont swing states de temps à autre, pas dans toutes les élections. Cette année-ci, par exemple, il y a 2 États qu'on dit qu'ils pourraient être sur le point de basculer. Alors on parle de l'Arizona, qui est républicain pour le moment, qui n'a plus voté démocrate depuis 1996, mais qui serait sur le point de basculer en faveur de Joe Biden. Et puis il y a le Texas, je vous en parlais, ils n'ont plus voté démocrate depuis 1968, mais on dit qu'ils seraient sur le point de basculer démocrate. Alors pourquoi un État bascule ? En général, je suis pas assez calé, il faut avouer les choses qu'on ne maîtrise pas forcément, mais en général, un État bascule parce que la démographie change et que certains groupes de personnes votent républicain, certains groupes de personnes votent démocrate, la minorité vote plutôt démocrate, les hommes blancs et riches votent plutôt républicain. Et donc, quand vous avez le Texas qui est en majorité blanche et riche, vote républicain et que petit à petit le Texas est de plus en plus habité par des minorités, et bien forcément le Texas bascule petit à petit vers les démocrates. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'États qui changent. Par exemple, Hawaï est depuis des années démocrate. Quand il est devenu État des États-Unis sous la présidence de... je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est Eisenhower. Quand en fait, le président a fait des pieds et des mains pour que l'État devienne un État des États-Unis parce que c'était un État très fortement républicain. Et donc, ça l'arrangeait bien. Et maintenant, ça fait des années qu'il est démocrate. Vous voyez comme quoi ça bascule toujours. Donc, ces 2 États-là pourraient être des swing states aussi, l'Arizona et le Texas, bien que je pense, d'après ce que j'entends dire à droite à gauche, c'est un petit peu encore trop tôt pour que ces 2 États basculent. Et puis, cette année, il y a une flopée d'États qui deviennent des enjeux parce que Hillary Clinton les a perdus en 2016 sans qu'il y ait vraiment de raison. Alors, les 2 raisons principales qui font qu'Hillary Clinton a perdu ses États, c'est que de une, les gens étaient très énervés puisque une partie de ces États sont des États très travailleurs, c'est tout le nord. Voilà, on va rechercher ces mots. Autour du lac, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie et tout ça, surtout le Michigan et le Wisconsin, ce sont 2 États qui travaillent très fortement dans le secteur automobile, etc. Et donc ça allait mal en 2016 et Trump a réussi à les convaincre en disant vous voyez, vous votez démocrate depuis des années, ça fonctionne pas, machin bidule. Donc les gens étaient en colère, ils n'ont pas voté pour Hillary Clinton. Et puis tout à l'heure, je vous disais que les candidats ne faisaient pas attention aux États qui votent toujours démocrate. C'est ce qu'Hillary Clinton a fait. Il y avait des signes qui disaient que le Michigan et le Wisconsin allaient basculer vers Donald Trump. Et pourtant, Hillary Clinton n'a pas été faire campagne chez eux. Je me souviens que dans ses mémoires, elle dit que si, parce que Obama a été faire des meetings.
Oui, sauf que la candidate, c'était Hillary Clinton, c'était pas Barack Obama. Et donc, bah, elle les a un petit peu snobés et elle a perdu ces États-là. Donc, cette année-ci, il y a le Wisconsin qui n'avait plus voté républicain depuis 1984, le Michigan qui n'avait plus voté républicain depuis 1988 et la Pennsylvanie qui n'avait plus voté républicain depuis 1988. Ils ont tous les trois voté républicain en 2016. Et puis voilà, c'est ce qui a fait perdre Hillary Clinton, c'est le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. En plus, elle a perdu la Floride, qui est un swing state habituel. Et c'est ce qui l'a fait perdre en 2016. Et c'est ce que Joe Biden doit récupérer pour pouvoir gagner en 2020. Donc cette année, si on récapitule tout, il y aura comme swing state, selon moi, hein, d'après ce que j'ai compris à droite à gauche et puis d'après ce que je connais de la politique américaine, il y aura la Floride, l'Ohio et le Nevada, qui sont trois swing states depuis toujours. Il y aura l'Arizona, parce qu'on dit qu'elle risque de basculer envers Joe Biden. On dit aussi le Texas, mais j'ai l'impression que le Texas, c'est trop tôt. Et puis, il y aura le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Donc, quand vous faites les comptes, l'élection présidentielle cette année-ci va se jouer dans 7 États seulement. Voilà. C'est ces 7 États-là qui vont tout faire basculer: la Floride, l'Ohio, le Nevada, l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Floride, Ohio, Nevada, parce que ce sont des swing states depuis des années. L'Arizona, parce qu'on dit qu'elle pourrait basculer pour Joe Biden. Et le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, parce que Hillary Clinton les a perdus en 2016, que c'était pas normal, et que normalement, Joe Biden devrait les récupérer. Voilà les swing states pour cette année-ci. Donc imaginez quand même, j'ai pas tous les chiffres, j'ai pas pensé à faire, mais la Floride c'est 29 grands électeurs, l'Ohio c'est 18, le Nevada c'est 6, l'Arizona de mémoire ça doit être une quinzaine, tous les autres ça doit être une quinzaine, je l'ai pas noté, je vais être honnête. Mais ça vous fait quand même, mine de rien, minimum 60-70 grands électeurs en jeu, qui peut basculer d'un côté à l'autre. C'est là-dessus que va se jouer l'élection. Voilà, tout simplement. Bref, j'en ai fini. Je vous ai raconté tout ce que je savais sur le sujet des élections américaines. Je vous ai expliqué comment se dérouleraient ces élections. Avouez, c'est pas facile, c'est bien plus difficile qu'en France ou qu'en Belgique. J'espère que je vous ai tout bien expliqué, tout correctement. J'espère que c'est bien clair, que c'est bien compréhensible et que vous serez un petit peu moins perdu devant cette élection au cas où vous la suivriez. Je suis désolé, le soleil est de retour et donc la luminosité redevient pourrie. Je ne sais pas, je peux pas me mettre autrement pour que ça soit plus clair. Hein. Bref, moi en tout cas je suivrai la nuit, je ferai nuit blanche comme d'habitude, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me poser la moindre petite question si jamais vous en avez encore après cette vidéo. La luminosité, on n'en parle plus, hein. Je ne me vois même plus à l'écran. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.